Alors, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis venue plusieurs fois à ce collège, donc moi, j'apprécie à chaque fois d'être invitée et puis j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous parler. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de UX, d'expérience utilisateur, de gamification ou ludification, de serious game ou jeu sérieux, tout ça pour essayer de transformer l'engagement chez les usagers en général. Donc même si vous m'avez déjà vu, je vous redonne un peu de feedback, un peu de background à mon sujet. Donc moi, j'ai obtenu un doctorat en ergonomie à l'Université de Lorraine en France. Et mon sujet de thèse, c'était déjà sur les interfaces persuasives, le persuasive design. Et donc les notions de gamification, c'est déjà quelque chose qui m'intéressait à l'époque et que j'ai donc beaucoup étudié. Après ça, pour ma carrière, j'ai travaillé comme UX designer dans des compagnies logicielles en France, de type SAP, Cisco, donc des domaines assez variés, que ce soit la finance, des outils logiciels pour les RH, des sites web pour le marketing, des applications mobiles pour les commerciaux. Et encore là, même si on était sur des sujets sérieux, déjà à l'époque, j'essayais d'apporter un peu de gamification, parce que ce n'est pas parce qu'on est obligé de s'en servir dans le cadre de son travail que ça ne peut pas être un peu fun ou avoir des choses un peu agréables dans l'utilisation au quotidien et dans les interactions. Donc, ma deuxième carrière, ça a été de travailler dans les jeux vidéo en venant ici à Montréal il y a 6 ans. J'ai eu la chance, en plus, de travailler avec ton équipe. Puis, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Avec comme particularité que quand j'ai commencé chez Ubisoft, donc j'étais UX, mais côté tous les engins. Donc, comme ça a été expliqué, en plus, à l'époque, il y avait Dunia, donc c'était comme un troisième engin. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur cet outil et donc aussi sur Anvil. Et c'est chez Ubisoft que j'ai transitionné en devenant UX côté jeux vidéo. Et donc c'est avec une personne de ton équipe que j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour améliorer l'accessibilité d'un jeu non annoncé, mais qui était collaboratif, donc avec tous les beaux challenges quand c'est single player. C'est pas que c'est facile, mais il y a des choses. Mais quand on est sur du coop, multi, on a d'autres challenges. Mais on aime ça, les challenges. Après Ubisoft, j'ai travaillé dans quelques compagnies comme Square Enix à Montréal. Donc plus des projets mobiles, Sniper, mobile, Hitman. Et donc j'ai aussi travaillé dans une start-up qui s'appelle Legend Labs qui voulait faire un engin moteur de jeu cloud-based open source qui n'a pas marché, mais c'était une belle initiative aussi. Donc j'ai travaillé chez Raven qui est un studio Sony PlayStation, Inflection Game qui est un studio basé en Alberta. Et donc là, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé comme professeur agrégé à l'ETS. Donc j'ai la chance d'aider à créer et monter le département design, qui est tout nouveau au sein de l'ETS, et donc le tout nouveau baccalauréat en expérience utilisateur à partir de septembre l'année prochaine. Donc je serais ravie de répondre à vos questions si vous avez des questions par rapport à ça aussi. Mais donc aujourd'hui, je vous parle de sujets en rapport avec les jeux vidéo, mais un peu différents. Donc moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous faites des tâches dans votre vie quotidienne, ça peut être des projets pour les cours, des choses que vous devez faire chez vous, qu'est-ce qui vous motive le plus, personnellement, individuellement? Et je ne vous demande pas de me répondre, mais juste de réfléchir. Est-ce que c'est le plaisir d'apprendre, donc d'avoir des nouvelles connaissances qui vont vous permettre de comprendre ou de faire plus de choses? Est-ce que c'est la partie un peu récompense, avoir des bonnes notes, des bons résultats, pouvoir avoir des choses qui se mesurent? Est-ce que sinon, c'est un peu le côté compétitif? Est-ce que c'est dépasser les autres personnes, les autres étudiants dans votre cohorte, dans le sens où il y aurait un classement? Donc, suivant qu'est-ce qui résonne le plus en vous, ça dit des choses sur vos sources de motivation, puis ça dit aussi qu'on est tous un peu différents et qu'on n'a pas tous les mêmes priorités non plus. Et donc, si on repense à toutes les tâches que vous devez faire dans votre vie quotidienne, que ce soit les devoirs, les dossiers, etc., imaginez si dans votre quotidien, tout ça, ça ressemblait à un jeu vidéo qui serait interactif, avec des leaderboards, des systèmes de tracking, des manières de pouvoir challenger les autres personnes avec qui vous travaillez. Est-ce que ça vous motiverait davantage? Et ma dernière petite question, est-ce qu'il y en a qui utilisent Duolingo? Oui, moi aussi. Et pour l'anecdote, j'étais 2 semaines en Corée récemment. Du coup, j'ai perdu ma streak de 766 jours. Mais bon, je sais. Mais donc, Duolingo est un exemple classique de jeu sérieux ou de choses qui vous aident à apprendre, dans l'occurrence des langues, mais de manière plus ludique. Ah, attendez. Donc, je vais vous demander, contrairement à ce qui est écrit ici, je vais vous demander de sortir vos téléphones portables, parce que oui,
Si je vous parle de jeu, ben, c'est ça. Ça va me tenter de vous faire un petit quiz. Donc, il faut que vous alliez sur slido.com. Vous devrez remplir ce code à 7 chiffres. Et donc, ça va être assez court. Donc, il va y avoir 3 questions. Vous allez avoir 20 secondes pour répondre. Donc, plus vous répondez vite, plus ça rapporte de points aussi. Et j'ai même des petits prix pour les 3 meilleurs à la fin. Donc, mode présente. Alors, je suis où? Je suis là. C'est l'équivalent de Kahoot, mais c'est Slido. C'est très similaire. On a combien de personnes aujourd'hui? Pour que je sache quand est-ce qu'on atteint la masse critique, Olivia. Il y a combien de personnes inscrites aujourd'hui pour savoir quand est-ce que je peux lancer le quiz? Ok, ça marche. Où est-ce que j'ai ma souris? Elle est là. Bon, 61, je pense qu'on est prêt, on peut commencer. Start the quiz. Première question, attention. Donc, les Serious Games aident les élèves à retenir plus de connaissances par rapport aux méthodes d'apprentissage traditionnelles. De combien de pourcents? Et donc, vous avez les réponses qui s'affichent sur votre écran. Il faut voter. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse, c'était 9%. Donc, un petit peu d'explication pour ça. Donc, comme on va le voir un peu plus dans la présentation, ça reste des choses un peu difficiles à mesurer quand on parle de jeu sérieux, à quel point c'est efficace ou pas. Donc là, je vous parle d'une étude qui est sortie en 2023 dans Advancing Digital Health and Open Science. Donc, c'était un cas particulier d'apprentissage où on est capable de mesurer. Donc ça, c'était vraiment par rapport à des étudiants. On peut trouver aussi d'autres types d'études. Quand on est dans le domaine de la formation, j'ai vu des chiffres qui montaient jusqu'à 20%. Bref, on a des choses un peu mesurables quand même par rapport aux effets que ça peut apporter. On peut passer à la deuxième question. Si je retrouve, let's go. C'est parti. Quel fait est faux au sujet de Duolingo? Il y a 500 millions d'utilisateurs. Plus de gens apprennent l'irlandais sur la plateforme qu'il n'y a de personnes qui parlent nativement l'irlandais dans le monde. On peut apprendre la musique. Ou la langue la plus populaire est l'espagnol. « 3 secondes. Et la bonne réponse, c'était l'espagnol. Tout le reste est vrai. La langue la plus populaire, c'est l'anglais. Mais donc, c'est ça. Quelques-uns d'entre vous l'utilisent. Mais donc, ça reste une application qui est quand même très réputée, très connue, très utile à l'international et qui utilise tous les ressorts de gamification. La troisième et dernière question. Attention, c'est parti, go! Quelle est l'origine des Serious Games? Est-ce que c'est les wargames pour former les soldats, les simulations médicales pour aider les chirurgiens, les jeux de société pour apprendre au foyer à faire des économies ou des jeux de rôle pour aider les mères célibataires? « 5 secondes. Et la bonne réponse, c'était... Ça s'affiche ou pas? J'ai manqué mon truc. C'était les wargames. Ah! C'est toi? Est-ce que tu acceptes de donner tes cadeaux à... Ok. Donc, félicitations à Gabriel, Vicky et Pyroside. Vous viendrez me voir à la fin de la séance, je distribuerai les cadeaux. Mais donc, juste un peu d'explication par rapport à la création donc, des premiers jeux sérieux. Donc, ça a été identifié dans les années 50-60. Donc, oui, c'était ça, l'utilisation des wargames pour aider les soldats à faire des simulations sans que ça ait d'impact sur c'est ça, leur santé ou leur propre vie. Donc là, j'essaye de retrouver. Normalement, on devrait être ici.
Oui, c'est bon. Donc voilà, c'était la partie un peu ludique et interactive. Maintenant, je vais vous parler un peu donc, du lien entre UX et gamification. Peut-être que c'est un lien que vous pouvez trouver logique ou pas. Mais effectivement, dès qu'on parle d'expérience utilisateur, le but, c'est vraiment de créer une bonne expérience par rapport aux personnes qui vont utiliser votre produit, service ou outil. Et donc, plus la UX va être bonne, plus finalement tout ce qui va être élément de gamification, ça va être encore plus compris, utilisé, apprécié par les personnes qui vont s'en servir. Ça va être plus adapté aussi, comme on a vu, suivant les profils, les personnalités, les habitudes d'usage des personnes qui vont se servir de ça. Si votre UX est donc bien pensé, donc on va avoir un parcours, un flow d'utilisation qui va être aussi plus agréable, plus naturel pour vos personnes qui vont s'en servir. Donc plus ça c'est efficace et efficient, plus ça va apporter de la satisfaction à vos usagers, plus ça va aussi inciter à avoir des interactions avec votre produit ou service, et donc des interactions de meilleure qualité, puis plus d'interactions en général. Et ce qu'on vise, effectivement, donc c'est quand on parle d'engagement, on veut vraiment essayer d'amener les personnes, en général, quand on parle de serious game, d'un comportement A vers un comportement B. Des fois, c'est des comportements, des fois, c'est une attitude. On veut essayer de faire évoluer, pareil, l'attitude d'une personne A vers une attitude B. Et tout ça, ça s'accompagne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel. En général, quand on parle d'engagement, on parle de quelque chose qui va prendre place dans le temps, quelque chose qu'on va devoir guider et accompagner aussi. Donc c'est pas mal ça en ce qui concerne donc, le lien qu'on pourrait faire entre ces différents éléments. Donc là, j'ai aussi eu envie de vous donner beaucoup d'exemples. J'aurais pu en mettre encore plus, mais j'ai décidé de vous en montrer 3 à chaque fois. Donc des exemples de serious game par rapport à l'éducation. Donc là, je vais vous citer un exemple de projet sur lequel j'ai travaillé donc, il y a longtemps. Donc c'était un jeu ludo-éducatif à destination des enfants déficients cognitifs. Donc ça s'appelle Clique et Gagne, et donc c'était fait en France. Et donc le but, c'était d'essayer d'aider les enfants, donc une fois de plus déficients cognitifs, à apprendre le français et les mathématiques. Et ça repose sur des théories, des études qui disent que si l'univers des contes, que ce soit Grimm, Perrault, etc., vu que c'est des univers un peu sombres, ça permet aux enfants de s'identifier un peu plus avec le personnage principal. Et donc l'aspect émotionnel va aider aussi les enfants à faire le lien, à comprendre mieux les exercices, à enregistrer des informations. Donc les premiers essais avaient été faits sur le conte de Peter Pan. Donc on voit un peu les théories qui ont été liées pour viser donc, ce type de population et essayer d'améliorer les maths et le français. Je vous parle aussi d'exemples plus récents. Donc il y a iStart qui a été fait dans une université américaine. Donc le but de cet outil, de ce jeu, c'était d'aider les étudiants à mieux comprendre les textes complexes. Donc c'est de l'accompagnement avec un but ludique, de pouvoir aider les enfants à comprendre les mots difficiles, des tournures difficiles. Donc c'est un bel accompagnement pour les enfants, d'essayer de rendre ça plus clair, de faciliter ça, surtout de rendre ça moins épeurant, mettons, moins impressionnant quand on a des textes scientifiques, des formules plus avancées. Et le dernier, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Chance of Scénar. Donc c'est un studio français, donc ça date de 2023, et ils ont gagné le prix du meilleur jeu de puzzle. Donc là, je triche un peu parce que ce n'est pas un jeu sérieux dans le sens où il est vendu comme un jeu vidéo normal. Mais c'était pour vous dire que ce jeu, ça vous apprend aussi les langues. Donc il y a une histoire derrière ça, ça repose sur le mythe de Babel, sur le fait que les populations se sont dispersées pour punir. Donc Dieu c'est pour ça qu'il y a les langues qui ont été inventées pour pouvoir diviser les personnes. Et donc c'est un jeu où ça repose sur le fait de vous apprendre des mots dans une nouvelle langue, donc dans plusieurs langues même. Donc indirectement, c'était une manière ludique aussi de vous apprendre quelque chose, même si le but premier, c'est d'être un jeu qui va vous divertir. J'ai aussi quelques exemples dans la santé. Donc à chaque fois, je vous mets des exemples un peu anciens et des choses plus nouvelles. Donc Zombie Run, quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Bon, donc c'est vrai que c'est un peu vieux, ça date de 2012, mais c'est une forme de playlist pour vous inciter à courir plus, de manière plus régulière, avec de la narration, avec des bruitages, en gros ça vous dit, il y a des zombies qui courent derrière, vous devez
courez un certain pass, etc. Donc ça raconte une histoire, il y a un début, une fin. Donc c'est une manière un peu originale. Si vous voulez faire plus de sport ou courir plus, vous pouvez utiliser ça. J'ai trouvé aussi un autre exemple, donc celui-là date de 2023, et ça vient d'Italie, donc Adventure of Zentastic. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils vont utiliser de la VR, donc de la réalité virtuelle, pour aider donc les adolescents qui sont sur le spectre de l'autisme, pour essayer d'avoir des meilleures relations sociales, de pouvoir mieux s'exprimer et communiquer avec les autres personnes. Donc, on est sur, c'est ça, donc de l'accompagnement de personnes sur le spectre de l'autisme. Et puis, c'est ce genre d'initiative qui utilise la VR, je vous le montrerai tout à l'heure, donc c'est un peu émergent, il y en a de plus en plus, mais donc c'est ça, ça change un peu pour le média. Et le dernier que je voulais vous montrer, ça s'appelle MedSmart, Adventures in Pharmacity. Donc ça, c'est aussi une université aux États-Unis qui a travaillé là-dessus, donc en 2021. Donc ça, c'est un jeu qui s'adresse aussi aux adolescents, mais le but, c'est de les aider à mieux gérer leur médication, tout ce qui est prescription, essayer de bien respecter ça, etc. Donc, petits jeux ludiques, etc., avec imagerie un peu cartoony, donc pour un sujet vraiment très spécifique et un public cible. Et j'ai aussi donc des exemples dans le domaine de l'écologie. Il y a comme une application mobile qui s'appelle Habitat the Game. Donc là, vous allez suivre un petit ours polaire et le but, c'est d'essayer de sensibiliser les gens sur justement les espèces animales qui sont en voie d'extinction. Donc il y a beaucoup de choses, de paramètres qui vont rentrer en jeu, à prendre en compte sur l'écosystème, l'environnement, la pollution, etc. Il y a aussi le jeu Little Impact, qui est un jeu allemand qui, lui, pareil, s'intéresse aussi à essayer d'améliorer les comportements écologiques en général, que ce soit aussi bien en extérieur ou à la maison, avec des choses de domotique, etc. Essayer d'améliorer le comportement écologique et éthique par rapport à ça. Et le dernier, que je vous invite à faire, parce qu'il est un peu drôle, je pense que ce n'est pas très récent non plus, mais ça existe en français, donc c'est Footprint Calculator. Donc ce n'est pas un jeu en tant que tel, donc c'est plus une série de questions, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments de la gamification, ludification qui sont utilisés, que ce soit en termes de réaction en temps réel, qui va vous donner des feedbacks, de l'utilisation d'animation pour rendre ça aussi plus intéressant. Et donc si vous répondez à toutes ces questions-là, ça va vous donner votre empreinte carbone. Donc pareil, indirectement, c'est pour vous aider à changer vos habitudes ou votre attitude aussi par rapport à tout ce qui est écologie, empreinte carbone, mais avec des conseils sur mesure, personnalisés, adaptés sur vos habitudes de vie à vous. Donc on pourrait se demander, ok, la ludification, gamification, les jeux sérieux, est-ce qu'il y a des avantages à faire ça ou est-ce que c'est juste un effet en plus? Donc clairement, si on veut changer l'attitude ou le comportement d'un groupe d'individus, les technologies dans ce cas-là vont apporter quelque chose de majeur. Donc que ce soit en termes de possibilité de toucher des masses, donc de pouvoir influencer des gros groupes de personnes, sur les capacités de stockage, de calcul aussi finalement, d'avoir du feedback en temps réel, de pouvoir avoir des statistiques. Tu mentionnais la télémétrie tout à l'heure, c'est un peu ce genre de choses. Ce qu'on veut, c'est pouvoir aussi mesurer. Le fait que ça va aider aussi, si on est sur du multijoueur, aider les gens à avoir des relations entre eux, de pouvoir échanger, interagir, donc c'est toujours un effet de renforcement. Pour les personnes entre nous qui aiment l'aspect social des jeux, justement, ça va pouvoir rentrer en compte aussi. Je pourrais vous en parler beaucoup. Les technologies, c'est persistant aussi. Donc, si une personne essaye de vous convaincre, elle ne va pas venir tous les jours vous voir « et tu veux faire ça, et tu veux faire ça ». C'est sûr que là, quand on utilise les technologies, c'est quelque chose qui peut être renouvelé, renvoyé régulièrement. Pour les capacités de personnalisation aussi, c'est assez fort. La permanence, si on est sur quelque chose, Duolingo qui est dans votre téléphone portable, que vous avez toujours sur vous, ça vous suit partout, donc c'est assez fort, assez puissant. Donc oui, les technologies en tout cas sont un élément fort en tout cas pour essayer d'améliorer ça ou d'augmenter ça. Ce qu'on dit, ce qui est important aussi, c'est le fait qu'on n'est pas sur du message passif. Donc contrairement aux publicités, que ce soit à la télé ou des affiches publicitaires que vous verriez dans le métro,
le fait qu'on ait de l'interaction, qu'il y a une relation qui va se créer, un dialogue qui va se créer entre vous et le jeu, c'est sûr que ça aussi, c'est un élément renforçant qui va vous permettre d'être soit plus touché, plus intéressé, où il va se passer plus de choses, c'est sûr, dans cette expérience. Le fait aussi que ça va être adaptatif. Donc, comme on disait, si jamais vous avez un message un peu basique, impersonnel, vous n'allez pas vraiment vous sentir concerné. Donc, le fait que c'est possible d'avoir des choses un peu plus sur mesure, adaptées à votre style, vos goûts, votre personnalité, votre typologie de joueur, tout ça, c'est des éléments forts qui vont permettre d'aider à influencer. Et là, le point intéressant aussi, c'est qu'on est sur de la motivation intrinsèque, dans le sens où la personne qui va décider de jouer au petit jeu avec les ours polaires ou de faire le quiz sur l'empreinte carbone. La personne a choisi volontairement de le faire, donc on sent qu'elle a déjà une sensibilité. Il n'y a personne extérieur qui lui dit « tu vas être obligé de le faire, tu dois t'en servir ». Donc déjà, on parle de quelque chose qui vient de la personne parce qu'elle a un souhait, mettons, de changer. Et donc, la motivation intrinsèque, c'est ce qui vient de soi-même, de l'intérieur de soi. Mais c'est sûr qu'avec toutes les choses qu'on peut utiliser à l'intérieur d'un jeu, on va aussi avoir des rewards, donc des récompenses, aussi des motivations extrinsèques aussi. Donc, on est vraiment sur plein de niveaux. On peut jouer sur beaucoup de choses, beaucoup de paramètres pour essayer de modifier le comportement. Donc ça, je vous ai parlé des points positifs, ou en tout cas des avantages à utiliser ça. C'est sûr qu'il y a encore des challenges par rapport à la ludification, gamification. Donc finalement, ça reste encore assez sous-exploité. Donc, on a toujours l'exemple de Duolingo, qui est un exemple mondial, qui a bien réussi, mais ce n'est pas vrai pour tous les domaines non plus. Donc il y a des opportunités, des possibilités, mais pas encore autant de succès qu'on pourrait le croire par rapport à ça. Pour avoir un bon résultat, pour avoir un jeu sérieux qui est quand même assez réussi, c'est sûr que le mieux, c'est d'avoir le plus de collaboration, de discipline impliquée dans le jeu. Au tout début des jeux sérieux, on était vraiment sur des choses, du 2D, pas de son, peu de son, des choses comme ça. On est loin des jeux AAA avec beaucoup de budget, où on a des rendus 3D, etc., de l'immersion. Donc, c'est sûr que ça commence à s'améliorer. Je vous montrais tout à l'heure l'exemple du VR. Donc, c'est bien aussi qu'on touche à d'autres plateformes. Mais donc c'est ça, ça prend d'améliorer la qualité en général pour que ce soit aussi mieux perçu, mieux apprécié, plus utilisé. Comme je vous disais aussi, il y a des challenges en termes d'évaluation. Donc, il y a des études qui peuvent montrer ça. J'ai des beaux exemples aussi de jeux sérieux qui aident les enfants à l'hôpital. Plus ils vont jouer au jeu, moins ils vont ressentir la douleur qu'ils ressentent. Donc, il y a quand même ce genre de choses peut être mesuré aussi. Dans les choses qui sont moins faciles à mesurer, c'est dans les environnements de travail. Donc, on peut utiliser aussi les jeux sérieux dans le domaine professionnel pour changer des habitudes de travail, essayer d'enseigner des éléments de sécurité, etc. Mais là, l'équilibrage est un peu plus difficile à trouver. Et donc, la mesure est un peu compliquée aussi. Et le dernier point, que j'aime beaucoup en général, c'est de parler d'éthique. Donc c'est sûr que ce qu'on ne veut pas, et c'est un risque qui peut être reproché aux jeux vidéo en général, on ne veut pas que les gens soient accros, soient addicts. Aussi, comme vous avez vu, la plupart des jeux sérieux, c'est ça, c'est quand même d'inciter les gens à passer plus de temps sur les écrans, ce qui de manière générale n'est pas vraiment ce qu'on souhaite non plus. Donc ça peut être des pistes de réflexion par rapport au domaine. Par rapport aux possibilités qu'on voit par rapport aux jeux sérieux en général, donc c'est ça. Je vous ai montré un exemple VR. On sait que la réalité augmentée aussi, c'est des belles pistes. Il y a des choses qui se font par rapport à ça. L'IA, je suppose que vous en entendez tous parler. Donc on pense que ça peut être des choses aussi qui peuvent être utilisées pour avoir des approches encore plus personnalisées, au lieu de demander à la personne de s'auto-identifier, etc., à gérer. Imaginez si l'expérience vous suit et suit aussi votre montée en connaissance. Donc ça ferait vraiment une approche encore plus adaptée à votre style. On dit aussi que c'est ça, on parle de responsabilité ou d'impact que ça peut avoir. Je vous ai montré des exemples dans le médical, l'écologie, etc. Donc c'est quand même des choses qui peuvent améliorer un grand groupe de gens à changer un peu ses habitudes pour qu'il y ait des choses meilleures qui se passent par rapport à ces domaines-là. Je pense qu'il y a des choses, des opportunités aussi que je n'ai pas listées ici, qui seraient sur tout ce qui est appareil haptique, tout ce qui est domotique aussi, d'essayer de changer vos pratiques ou attitudes, comportements aussi chez vous.
C'est sûr que quand on parle d'expérience utilisateur, de toute manière, on veut que ce soit des jeux qui soient accessibles aussi, donc au plus grand nombre. C'est des opportunités aussi, quand vous allez designer ce jeu persuasif, de faire de l'inclusivité, d'avoir le plus de diversité aussi dans votre jeu. Et puis les choses qu'on réutilise de l'expérience utilisateur, de la UX, c'est d'avoir du feedback pour améliorer son produit, son jeu, pour qu'il soit plus efficace et plus performant. Mais donc oui, ce qui reste à travailler, c'est tout ce qui est équilibrage, parce que c'est ça. Un jeu sérieux sera moins bien perçu si jamais il est mal équilibré. Donc quelquefois, comme je disais, le système de récompense, surtout dans les applications, dans le monde professionnel, si c'est mal fait, ça peut avoir l'air un peu ridicule ou enfantin, et ce n'est pas ce qu'on veut pour les usagers. Donc tout ça, ça demande du test, du travail avec nos usagers. Donc le design centré utilisateur qu'on connaît bien. Donc je vais pouvoir conclure par rapport au sujet. Donc c'est ça, si on devait retenir 2-3 choses, gamification, serious game. Donc il y a vraiment l'idée qu'on peut avoir un impact grâce à cet outil-là. Par rapport aux choses éthiques, etc., c'est sûr que c'est une invitation à réfléchir. Donc je ne sais pas, vous me direz si c'est quelque chose qui vous donne des idées, vous fait réfléchir, ou quand vous allez croiser des exemples dans votre vie quotidienne, peut-être que ça va faire écho à ça. Mais donc oui, j'incite les gens. C'est vraiment un domaine qui est très intéressant, qui permet de faire des belles choses. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser. Je vous ai mis quelques références. Donc il y a quelques livres par rapport au sujet. Mais si je devais recommander qu'une seule ressource, il y a cette personne, Jen McGonigal, qui a fait aussi un TED Talk par rapport aux jeux et l'utilité des jeux vidéo. Alors je pense que vous pourriez trouver ça intéressant. Et je pense que c'est tout. J'avais juste une question par rapport au fait que vous avez dit que cette partie de l'industrie était peut-être un peu sous-exploitée. Vous avez dit tout à l'heure que justement l'industrie s'était énormément étendue. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent justifier sur le fait que spécifiquement ça c'est sous-exploité alors qu'on voit que le reste de l'industrie essaie d'essayer d'exploiter un peu tout? Moi j'aurais tendance à... C'est une bonne question. J'ai tendance à dire que c'est quand même souvent des initiatives, comme vous avez vu, soit académiques ou des petites compagnies, des petites structures qui vont lancer des jeux. Après, il me semble qu'il y a des partenariats Ubisoft, ou je pense aussi à Behavior, qui ont des sujets de recherche ou de la R&D par rapport à ça. Donc ça reste émergent mais petit. J'imagine que dans les raisons, c'est que directement, ce n'est pas ce qui rapporte le plus d'argent non plus. Mais pour tout ce qui a été mentionné, c'est sûr qu'il y a des raisons éthiques, d'image publique et tout, qui ont un intérêt quand même. Plus, j'imagine, le partenariat avec des entités plus gouvernementales, de la santé ou ce genre de choses. Est-ce que tu voulais apporter quelque chose? Non. Je suis absolument pas sur ce sujet. Oui? Je n'ai pas très bien compris vos exemples de gamification. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Les exemples de gamification, du coup, en fait, c'est tout ce qu'on va réutiliser qui vient des jeux vidéo. Donc, les exemples faciles, c'est d'avoir des scores en temps réel, d'avoir un leaderboard, un tableau de bord à la fin qui va permettre de te comparer avec d'autres joueurs. Le système de récompense, tu viens de débloquer des nouveaux items, un nouveau niveau, ce genre de choses. Donc ça, c'est des éléments de jeu. On parle de gamification quand on va utiliser ça dans le but de changer un comportement ou une attitude chez une personne. Donc c'est pour ça que j'avais montré, ça peut être essayer d'inciter les gens à avoir des meilleurs comportements santé, ça peut être essayer d'inciter les gens à avoir une conduite plus écologique, par exemple. Donc c'est l'utilisation des moyens, mais dans un but différent. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Elon Musk a cette année gamifié la politique américaine? Oui, c'est une catastrophe. Je pense que j'ai lu la chose qui disait qu'il offrait 1 million à une personne si la personne témoignait publiquement de pourquoi la personne votait pour Trump. Et je crois que ça aussi, ça avait été comme... ils ont essayé de contrer ça, mais il a eu l'autorisation de faire ça. Oui, c'est de la gamification, le système de reward, vraiment... bête et basique, de l'argent, oui, bien sûr. Oui. Est-ce que, c'est une question un peu vague, mais selon vous, c'est quoi le même aspect de la gamification? Par exemple, est-ce que vous pensez que c'est plus efficace de faire un scoreboard ou de faire un streak, par exemple? Je pense que ça, c'est toutes les théories pour les profils de joueurs de jeux vidéo. Donc, il y a les personnes qui sont plus compétitives, les personnes qui sont plus exploratrices, les personnes qui sont plus sociables.
Donc, en général, si on veut toucher le maximum de personnes, c'est bien d'avoir des systèmes qui s'adressent à tout le monde. Donc, pas faire qu'un seul leaderboard, pas faire qu'un système, faire un peu de tout. Mais avec rappel que c'est souvent surprenant, mais le profil le plus courant ou fréquent chez les joueurs ou joueuses de jeux vidéo, c'est ceux qui sont sociaux. Donc finalement, ça, c'est des effets quand même assez forts de pouvoir communiquer avec d'autres gens, d'avoir un système de guide, d'invitation, ce genre de choses. C'est plus important que ce qu'on pense. Oui? Est-ce que, du coup, quand on parle de gamification, est-ce que ça mène toujours au fait que ce soit des serious games après ou pas? Non, c'est ça. La gamification, on peut l'utiliser ailleurs. Comme je disais, même quand je travaille dans côté logiciel, site web, etc., c'est des petites choses qu'on essaye d'apporter, mais partiellement. Ça ne prend pas la forme d'un jeu vidéo à la fin, forcément. Comme je vous montrais, ça peut être un quiz, un questionnaire qui vous aide à réaliser votre empreinte carbone. Donc, gamification, c'est des choses qui peuvent être apportées à différents médias. Moi, je vais poser la question parce que, merci, je pense que tu as répondu. Les étudiants et étudiantes sont évalués sur ce que tu dis et je t'avais partagé un peu l'exemple. Oui. La dernière question que j'avais posée, c'est, d'après toi, comment la gamification, est-ce qu'elle améliore l'expérience utilisatrice ou utilisateur? J'avais voulu dissocier le site web, l'application du jeu, parce que avec David, on a vu beaucoup comment l'expérience utilisateur elle est améliorée par l'activité. Est-ce que tu as d'autres choses qui pour toi, excuse-moi, sont très importantes dans l'idée d'ajouter de la valeur? Oui. Dans tous les cas, j'ai plein d'exemples. C'est un ancien exemple aussi d'un jeu vidéo à destination des adolescents maoris pour arrêter de fumer. Donc vous allez me dire c'est très spécifique, mais il s'avère que dans la population maori en Nouvelle-Zélande, l'aspect communautaire est très important. C'est des choses qu'on peut retrouver dans le rugby avec les All Blacks, etc. Donc le fait d'appartenir à un groupe, de respecter la tradition et les ancêtres, c'est des éléments forts. Et donc, utiliser un jeu vidéo qui s'appuie sur ça pour essayer de changer une mauvaise habitude, je trouve que c'est là la force de ne pas seulement avoir une campagne publicitaire qui dit arrêtez de fumer. Là, on va avoir quelque chose qui est adapté à la personne, on va avoir des interactions, ça va être plus intéressant. Enfin, on va s'appuyer sur plusieurs choses, plusieurs éléments, et on sait que plus on a d'éléments comme ça, plus on aura de chances d'améliorer le comportement à la fin. Donc, ce n'est pas 100% des gens qui jouent au jeu qui vont arrêter de fumer, mais même si c'est un peu moins, qui vont fumer un peu moins ou que 80% vont arrêter de fumer, c'est des très beaux chiffres dans tous les cas. Je vais renchérir. Certains et certaines des étudiants qui sont avec nous sont en troisième année, donc ils viennent de faire des tests utilisateurs, des tests d'usabilité pour leur projet actuel qu'ils sont en train de faire dans le cadre de la technique. Est-ce que dans le test d'usabilité, autant côté jeu, on va dire comme ça, et dans tes différentes expériences, est-ce que là, même si dépendamment du projet, ça reste un test d'usabilité pour un projet X, les éléments de jeu sérieux et de gamification viennent d'une certaine façon rendre l'expérience plus agréable? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent? Oui, dans le sens où c'est ça. Quand on parle de UX ou d'utilisabilité, les trois facteurs connus, c'est l'efficacité, l'efficience et la satisfaction. Quand on est dans le domaine du jeu, la satisfaction, tout ce qui est émotion positive, c'est encore plus important. C'est là où je mettrais un poids légèrement différent en opposition avec, c'est ça, si je testais une application, un logiciel pour les comptables, oui, la satisfaction reste importante, mais c'est sûr qu'on va privilégier beaucoup d'autres choses comme la rapidité, l'efficacité, l'efficience, limiter le risque d'erreur. La pondération n'est pas tout à fait la même. Encore plus important, donc la satisfaction dans les jeux. Est-ce que tu veux parler un petit peu du bac? Oui. Déjà, il y a les journées portes ouvertes de l'ETS qui auront lieu donc le 16 novembre, samedi 16 novembre, de 9h30 à 16h, si jamais vous voulez en savoir plus. Donc oui, c'est ça, c'est donc un baccalauréat sur 2 ans et demi ou 3 ans. Donc on va vous former aussi bien à la UX en général. Après, il y a comme des options si vous voulez vous spécialiser, comme UX jeux vidéo ou le design social, le design d'environnement, des choses comme ça aussi. On a beaucoup d'ateliers.
Donc vous allez pouvoir travailler en groupe sur des projets intéressants aussi. On a la chance d'avoir des super labs, donc plein d'outils, de machines, imprimantes 3D, etc. Il y a des formations sur le prototypage qui vont être aussi assez intéressantes, genre Arduino, etc. Comment vous former à faire ce genre de choses aussi. Les locaux, l'ETS, si vous ne savez pas, c'est situé au centre-ville, donc à Bonaventure. On a des locaux tout neufs qui vous accueilleront à partir de septembre l'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que si les questions viennent un peu après, je pourrais répondre? Bien sûr, c'est ça. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn ou vous pouvez m'envoyer un courriel. Je répondrai sans problème. Oui. À l'ETS, c'est quoi les types de projets que vous faites avec les élèves? Donc l'avantage, les types de projets, ça va être de faire des tests utilisateurs, de prototyper, de maqueter. On vous forme aussi à Figma, qui est un des outils les plus utilisés quand on est UX designer aussi. L'avantage aussi, c'est de pouvoir faire des collaborations avec les autres départements. Donc là, tout de suite, je pense à l'OCTI. Donc de pouvoir avoir l'aspect UX, mais travailler aussi avec des étudiants, donc plus côté programmation pour faire des projets plus polyvalents. L'autre force de l'ETS, c'est d'avoir des clubs étudiants. Donc tout ce que vous allez apprendre, il y a aussi des choses intéressantes en rapport avec la robotique, l'aviation, les choses nautiques et les choses comme ça aussi que vous pourrez appliquer. Donc c'est le genre de choses qu'on peut vous demander aussi. On a des cours, moi c'est sûr que je trouve que c'est intéressant aussi sur le design participatif, le design inclusif aussi. Donc en général, on va essayer dans le projet de faire une application mobile ou faire un site web, d'avoir ces idées-là en tête aussi, de comment offrir plus de diversité, comment avoir ces notions-là en tête aussi. Super. Merci beaucoup. Merci.